Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode draft. Quel plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis accompagné toujours, il est toujours présent avec nous. Quel plaisir de l'avoir. Ryan, comment tu vas de la team The Trick Play, Ryan Scoot? Bah écoute, Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va très toujours bien, là, ça va très bien. Toujours fatigué, toujours en plein sprint final là avant la draft. C'est quoi, 2 semaines, 15 jours? Combien de temps? Ah ouais, on y est dans 15 jours. Bah là ouais, ça sera plus dans 15 jours, ouais, c'est ça. Ah là on là y là arrive. là. On y arrive tout doucement là. Ouais, je pense que ça doit être intense, là. On voit les scootings qui viennent tous les jours sur le site The Trick Play, incroyable. Des 2, 3, 4 fiches par jour, c'est complètement mal. Peut-être pas 4 fiches par jour, mais ouais, là on est sur du 2 fiches par jour Ouais. et si tout se passe bien, si on avance bien à notre rythme, il me semble qu'on va avoir une petite semaine où on va peut-être même passer à 3 articles par jour. Ok, c'est top, c'est parfait. Mais pas de promesse, Parfait. il faut qu'on maintienne le cap. On reste focus, comme dirait l'autre, on reste focus. Donc, on y va. Aujourd'hui, sur cet épisode, on va vous présenter le poste de Edge et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais couper le petit jingle. Tout d'abord, on va refaire la petite promo qui va toujours bien. Vous pouvez retrouver Ryan sur le site The Trick Play avec ses fiches draft et ses fiches de scouting. Vous pouvez aussi retrouver sur son compte Ryan Scoot sur Twitter. Et vous pouvez aussi suivre, j'en profite, Scoot Valentin. Voilà, les deux personnes qui draftent les profils draft chez The Trick Play. Ils ont chacun leur poste. Voilà, comme d'habitude. Ça, c'est du costaud. Il y a du détail. Il y a du croustillant. Il y a tout ce qu'il faut dans les fiches draft. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à suivre les fiches draft et à commenter aussi et à reliker parce que ça donne toujours de la force pour leur travail. Donc c'est toujours cool. On y va. On va tout de suite passer du côté de la Floride et on va parler du Edge Jared Verse de Florida State. Ryan, moi je l'ai connu, je joué beaucoup avec Clemson ces 2 dernières saisons. Je te laisse le présenter parce que voilà, super joueur. Vraiment, là je coupe le micro et je te laisse en parler. Ouais, super joueur que j'ai en tant que Edge numéro 1, qui était déjà très haut placé, je pense, dans mon board l'année dernière, mais qui a connu vraiment une espèce de petite hype là, un peu à la manière de son ancien coéquipier Jermaine Johnson. Ça, c'est arrivé très tard dans la saison. Donc l'année dernière, je me suis dit, bon, je vais aller voir avant de sauter au plafond. Et ouais, il y avait déjà des trucs vraiment intéressants, tu vois. Et il a continué cette année. Je pense que si on s'arrête seulement au niveau des stats, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être été déçus de sa saison. Pour autant, il a fait une grosse saison. C'est aussi, il faut prendre en compte le fait qu'il a un petit peu changé de dimension cette année et c'est vraiment devenu un des joueurs très très dangereux de cette défense de Florida State. Donc, il a été un petit peu plus, euh, un petit peu plus target, un petit peu plus ciblé, tu vois, par les cordeaux off adverses et par les O-line. On a vu beaucoup plus de double team sur lui, ça joue à son opposé. Plein de choses en fait qui font que ses stats n'ont pas forcément explosé cette année, mais ça reste un super joueur. Moi, je l'ai encore en tant que edge numéro 1 de cette QV et très largement. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est des capacités athlétiques qui sont vraiment incroyables. C'est un joueur ultra explosif. S'il y a bien un truc qu'il faut lui accorder, c'est vraiment cette explosivité-là. Que ce soit sur son take-off, donc sur son premier pas, que ce soit dans sa façon de jouer, où il est capable de faire mal à des gabarits qui sont bien plus imposants que le sien. Il joue avec énormément de puissance dans son jeu. Maintenant, voilà, il faut encore travailler je pense, sur un petit raffinage. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, tu vois. Il faut raffiner encore tout son côté technique de son jeu. Mais vraiment, je l'ai en tant que edge numéro 1. Autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est les systèmes. Je pense que Jared pourra s'intégrer dans tous les systèmes défensifs, aussi bien sur une ligne
à 4 de manière un peu classique, donc en défense 43, donc avec les 4 D-line devant, 3 linebackers derrière, ou ce qu'on voit un petit peu plus ces dernières années avec 4 D-line et 2 linebackers derrière et un nickelback qui rentre, il pourra le faire. Pour des équipes qui jouent avec plutôt 3 D-line un peu plus massifs et 2 spécialistes edge, comme ça a pu être le cas ces dernières années. Où est-ce qu'on a pu le voir? On a pu le voir à Baltimore, on a pu le voir chez les Steelers, on a pu voir certains packages comme ça chez les Browns, chez les Vikings, donc chez les Patriots. Donc en fait, peu importe le système, je pense que Jared pourra venir et contribuer aussi bien sur le pass rush que sur la défense contre la course. Donc quand tu mets ça, plus ses capacités athlétiques, plus le fait qu'il a encore des axes de progression, donc on peut voir un plafond chez Jared Verse qui n'est pas forcément encore atteint. Chez moi, ça en fait le edge numéro 1. Je sais que beaucoup de personnes le font glisser un petit peu là ces derniers temps et même cette année. Je pense qu'il y a beaucoup de ce que les Américains appellent overthinking, donc c'est de trop penser en fait, tu vois, de trop réfléchir et ça a tendance à le faire descendre pour pas grand chose. Il y a aussi la hype qui peut monter chez d'autres joueurs et en fait faire monter une certaine excitation pour d'autres joueurs, ce qui forcément fait baisser aux yeux de certains Jared Verse. Franchement, pour moi, c'est pas le cas. Et donc, comme je te dis, toi, tu as pu le voir, il a pu un petit peu terroriser ta O-line et les autres O-line de ACC ces 2 dernières années. Mais franchement, moi, Jared Verse, j'ai rien à dire. C'est un super leader. Ça a l'air d'être un bon gars, même si parfois sur le terrain, forcément, avec sa position, c'est aussi la position qui veut ça. Il faut montrer un petit peu d'agressivité, mais on n'a pas entendu parler de lui, tu vois, en dehors des terrains. Il est arrivé à Florida State en tant que transfert, il est arrivé sur la pointe des pieds, il a gagné sa place. Il a choisi de revenir cette année pour essayer d'aller chercher le titre avec Florida State. Et pour moi, la mission, elle est remplie, quoi. Tu vois, Florida State, ils finissent invaincus. Donc, moi, franchement, Jared Verse, je te dis, c'est un gros oui. C'est un gros oui, et peu importe le système. Ouais, on peut dire que c'est un diamant à polir et qui fera normalement le bien de votre franchise. Normalement, voilà, c'est un joueur qui est voilà. Là, on est vraiment dans du sérieux, on est vraiment dans du top joueur. Voilà, je vais pas répéter tout ce qu'a dit Ryan, mais moi, franchement, pour moi, voilà, c'était le edge aussi que j'avais en numéro 1. Pourtant, il y en a des bons, qui arrivent derrière, mais lui, ouais, franchement, je l'aime vraiment. Et toi, Ryan, pour toi, allez, objectivement, on se plonge un petit coup dans la draft. Ça sort pas du top 10. Après, tu me diras, ça dépend comme ça va rusher, comme ça va, où ça va piquer et tout. On peut avoir un peu d'excitation début de draft avec des équipes qui montent et tout. Mais c'est ça. Laisse-moi regarder un petit peu. Ouais, le plus tôt qui pourrait sortir, effectivement, c'est top 10. Mais comme tu l'as dit, ça va dépendre des rushs sur certaines positions. Je pense notamment QB, receveur et potentiellement offensive tackle. Donc ça pourrait le faire chuter, je pense, top 15. Après, vraiment, s'il chute en dehors du top 15, c'est que des équipes ont choisi de se diriger vers d'autres edge. Et après, grand bien leur en face. Mais comme je te dis, pour moi, c'est le edge numéro 1. Donc si tu le récupères post-top 15, je pense que tu auras fait une super affaire et l'équipe qui le verra chuter va bien s'en frotter les mains. Peut-être pas à ce niveau-là, parce qu'on verra qu'il y a d'autres edges qui sont quand même solides derrière, mais un peu à la manière de les Vikings qui récupèrent Justin Jefferson et tu vois qui se frottent les mains, tout le monde rigolait et tout le monde était heureux de le voir. Je pense que ça fera un petit truc comme ça aussi avec Verse s'il chute après le top 15. Ouais. Et dire que Jefferson, il aurait pu atterrir aux Eagles, ils ont préféré à eux. Voilà pour la petite histoire. Mais bon, allez, on va continuer. Donc là, voilà, Jared Verse, on était complet sur lui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Ryan sur Twitter. On passe au prochain edge que l'on présente. Et là, on va du côté donc de la Big Ten et on va parler de Chop Robinson de Penn State. Oui, Penn State, on voit pas mal de joueurs sur cette draft vraiment qui risquent de sortir très tôt cette année. Donc, on a déjà présenté un il y a les semaines qui est un offensive tackle, je crois, si je me trompe pas, il y a dans les premiers épisodes. Donc voilà, là, on parle de Robinson, pareil, voilà, vraiment un super talent. Ryan, vas-y, je te laisse en parler.
Chop Robinson, ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes que je le mette devant d'autres noms qu'on va voir juste après, mais c'est avant tout le potentiel, c'est avant tout le plafond qu'il peut avoir. Tu parlais tout à l'heure pour Jared Verse d'un diamant à polir. Chop Robinson est potentiellement à la position le diamant à polir. Il est extrêmement jeune, je crois qu'il vient d'avoir 21 ans. Il n'a pas énormément de stats. Si tu regardes un petit peu sa fiche statistique, il y a de quoi être déçu. Sur le moment, tu ne vas pas forcément comprendre. Mais il y a une espèce d'impression visuelle qui se dégage de Chop Robinson qui est impressionnante. Le mec n'arrête pas de flasher, c'est-à-dire que même quand il fait pas de stats, il flash d'une manière ou d'une autre sur la tape. Il est extrêmement tanké, c'est-à-dire que là on voit 6'3, c'est pas forcément le edge le plus grand de la QV, mais 250 pounds, ça reste un sacré cube. On parlait tout à l'heure d'explosivité pour Jared Verse. Je pense que Chop Robinson peut aller voir Jared Verse et lui dire écoute, au niveau de l'explosivité, assis-toi s'il te plaît, je vais te montrer comment ça marche. Il a un petit truc que j'aime bien donner parfois avec les D-line, que ça soit defensive tackle ou D-end, edge, c'est cette capacité à créer le chaos. J'en parle souvent, ce qu'on cherche sur la D-line avant les stats, avant être capable de prendre son gap, avant d'être capable de faire quoi que ce soit. Si tu as cette capacité à créer le chaos sur la ligne offensive, et c'est-à-dire que dans la tackle box, tu es capable en fait de faire en sorte que le jeu ne se déroule pas comme il est censé se dérouler, tu crées la merde en fait d'une façon ou d'une autre. En tant que D-line, tu as fait ton job. Parce que en mettant ce petit grain de sable dans la machine, tu le sais, que ça soit en NFL, que ça soit en college football ou même du football américain en général, les plays sont designés d'une certaine façon, les blocs sont designés d'une certaine façon, il y a un certain timing à respecter. Donc quand tu as un joueur qui est capable en fait de venir foutre la merde au milieu, et c'est ce que je demande à mes joueurs, tu vois, quand je les coach, c'est ce que j'aime voir, en fait, c'est vraiment un des trucs que moi je mets en avant. Chop Robinson là. C'est-à-dire que vraiment, il y a certaines tapes où tu vas le voir ne faire aucun plaquage, mais d'une façon ou d'une autre, il va être responsable du fait que le jeu d'en face soit avorté. Parce qu'il aura foutu la merde, il sera allé éclater 2 bloqueurs, il va aller taper 2 O-line, réussir à les faire s'écarter, puis aller éclater le lead bloqueur. Il va pas faire le plaquage. Sauf qu'à lui tout seul, en fait, il a accaparé l'attention de 3 joueurs. Donc ça veut dire qu'il y a forcément 2 joueurs dans ta défense qui sont solo et qui, eux, vont récupérer le plaquage. C'est un diamant brut. Il a des capacités athlétiques qui sont complètement folles. Il a une explosivité qui est complètement folle. Je crois que sur mon scouting report sur le site, dans l'article, je l'ai comparé. Pareil, c'est un truc que je fais souvent pour que les gens comprennent cette capacité à créer le chaos. Je l'ai comparé au diable de Tasmanie. Tu vois le dessin animé, tu as vu Taz? C'est un peu ça. C'est le mec, quand le jeu part, il devient fou. Il va percuter. Le premier mec qui passe devant lui, il va se manger une cartouche. Il est hyper raw, il est hyper jeune, donc tu peux encore travailler sur lui au niveau technique. Il est puissant, il est technique, il a un bend qui, pour son âge, est flippant. C'est-à-dire que s'il commence à travailler avec un mec qui lui donne la palette technique, ça peut devenir un truc vraiment flippant à voir d'ici les 2 ans, je pense. Et comme pour Jared Verse, je pense que Chop Robinson sera capable de s'intégrer dans n'importe quel système. Et ça, pareil, c'est un truc qu'il faut penser sur un choix du premier tour. Et en fait, quand tu regardes un petit peu ce qui se fait ces dernières années et la façon dont les équipes choisissent, en fait, le mec coche toutes les cases. C'est un freak athlétique. Il est extrêmement jeune. Il est capable de s'intégrer dans tous les systèmes. Il réussit déjà à impacter le jeu, que ce soit sur de la course ou de la passe. Il est comment dire? Il est volontaire, tu vois? Il est prêt à aller au feu, en fait, sur les jeux de course en allant prendre des blocs, même si c'est pas lui qui ressortira avec les stats. Je l'ai pas vu prendre de jeu off, c'est-à-dire que le mec fait ses poursuites et tout. Il est extrêmement agressif. Tu sais, en fait, le mec coche toutes les cases, en fait, une par une de ce que les gens aiment voir à ce poste. Et donc, je pense que malgré le manque de stats, il y a forcément un GM qui va se dire à un moment donné: «Eh vas-y, tu sais quoi? Je mets ma pièce dessus parce que ce mec-là, il peut potentiellement, d'ici 2 ans, faire partie des top edge rushers de la ligue, s'il est bien coaché», tu vois? Et donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre Chop Robinson en tant que edge numéro 2 de cette QV-là. Ok, ok. Non, mais voilà, c'est complet, hein. De toute façon, voilà, je vais rien rajouter de plus. C'est vraiment, voilà, comme a dit Ryan,
là, vous avez un démon. Les O-line craignent les joueurs comme ça. Donc voilà, comme tu dis, les joueurs qui foutent les jeux en l'air, ben, c'est important. Et aujourd'hui, ben voilà, vous savez qui est Chop Robinson. Parfois, ouais, il est monté très haut dans certaines mocks, il est un peu plus bas dans d'autres, mais voilà, le juste milieu, ben on verra le jour de la draft. Mais voilà, ça reste un joueur, mais qui est assez déroutant, on va dire. Donc voilà, pareil, ça sortira, on peut pas, voilà, premier tour sûr normalement, mais après savoir où, comme on dit, bah, là, ça dépend de. J'espère vraiment, parce que pareil, tu vois, on parlait tout à l'heure de Vers, s'il chute, que ça soit, il y a une équipe qui va s'en frotter les mains. Je pense que si Chop Robinson descend, il y a une équipe vraiment qui va finir en hélicobite, excuse-moi du terme. Mais un truc con, hein, mais je pense à toi là, Kansas City en 32, je pense que si Chop Robinson est là, ils le laisseront pas passer, tu vois. Je pense que même une équipe comme les Eagles, quand tu vois un petit peu la façon de penser de Howie Roseman, on a vu qu'il est capable de faire ce genre de choses-là. Il va voir le joueur encore dispo, il va se dire, tu sais quoi, Nick, je le prends et on verra, tu vois. Je pense qu'il y a des équipes comme ça qui vont s'en frotter les mains. Il y a certaines équipes, pareil, tu vois, les 49ers, tout ça, c'est des équipes, ils vont drafter le meilleur joueur dispo au moment le jour de la draft. Moi, plus ça vient, plus je me dis, c'est ce que vont faire Kansas City. Ils vont laisser dérouler et ils drafteront le meilleur joueur disponible à ce moment-là pour eux sur leur board. Et ouais, c'est vrai que si tu as la chance d'avoir un joueur qui chute comme ça jusqu'à 32, ce qui me paraît peu probable, mais franchement, ouais, mais moi, voilà, si je chute là, je ne comprendrai pas. Mais après, voilà, ça te paraît peu probable, mais rappelle-toi ce qu'on disait il y a quelques années avec Georges Karlaftis. Exact. Où en fait, le mec a chuté d'un coup et nous, les premiers, on était en mode, mais vous vous rendez pas compte de la qualité du joueur qui est en train de chuter. Et là, en fait, le choix, il va à Kansas City. Eux, ils étaient en mode, bah ouais, vas-y, donne. Donne. Oui. Vous l'avez laissé tomber et aujourd'hui, tu en récoltes les fruits. Donc, je pense vraiment que Chop Robinson. Vas-y, Joe. Non, j'allais dire juste, voilà, les deux côtés draftés l'année-là au premier tour, que ce soit McDuffie ou Robinson ou Karlaftis, on voit bien les joueurs que c'est aujourd'hui, quoi. Et puis Karlaftis, il progresse d'année en année, donc il n'a pas fini de progresser, je pense encore. Donc super joueur. C'est ça. Et du coup, moi, ce que je comptais dire, c'est vraiment pour moi, ouais, Chop Robinson. Si on a mis un top 15 sur Jared Verse, je pense que Robinson, chez moi en tout cas, il passe pas le choix 20. Ouais. Je pense, il sort pas du top 20, je pense. Non, puis il y a énormément d'équipes qui ont besoin de vrais edge aussi dans leur équipe. Et aujourd'hui, il y a quand même certaines équipes, voilà, il y a certaines équipes où il y a des positions, ça serait pas compréhensible qu'ils prennent pas. Alors ils peuvent prendre un autre joueur, on est d'accord, mais ça serait pas compréhensible qu'ils prennent pas un edge à cette draft parce qu'ils en ont vraiment besoin, quoi. Donc, et d'ailleurs, tu vois, maintenant que tu dis ça, il y a un truc aussi auquel il faut penser. C'est qu'on a vraiment un espèce de top 4, tu vois, la position de edge qui se détache du reste. Tu trouveras d'autres joueurs de talent, d'autres projets un peu plus bas. Mais à mon sens, il y a un fossé entre le top 4 en termes de talent et le reste. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe qui vraiment recherche un edge pour être, entre guillemets, impactant sur sa première ou deuxième année, ça risque de trade-up. Tu vois, en fin de draft, passer le top 15, ça ne m'étonnerait pas qu'une équipe qui recherche vraiment son edge se dise, vas-y, tu sais quoi, Nick, on va jouer agressif, on va aller chercher un de ces 4 gars, tu vois. Parce que vraiment, derrière, je te dis, je trouve qu'il y a une chute de niveau qui est vraiment importante. Peut-être pas de potentiel, hein, parce que on en parlera à la fin de l'épisode des petits styles, tu vois, mais des petits styles qu'il y a à faire. Mais il y a vraiment ce top 4, tu vois, et le reste. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'équipes là qui ont besoin de postes clés aussi. Je pense aux Bills là qui ont laissé partir Stephen Diggs. Il y a les Vikings. Il y a plein de monde et du coup, ça va faire monter. Ces équipes-là vont sans doute monter. Il y a des équipes qui vont descendre et les autres équipes ont d'autres besoins aussi. Et c'est vrai que ça peut faire chuter ces joueurs-là. Mais voilà, j'ai hâte de vivre cette draft parce que je pense qu'on va vivre un premier tour complètement fou. Hein. Je pense que ça va être animé. Ça va être très animé, donc à voir. On passe au prochain, et là on passe à un joueur qui est vraiment très 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 haut sur les bords de tout le monde parce que il vient d'Alabama, donc du Crimson Tide.
Dallas Turner, bah là par contre il y a une machine, là il y a un joueur qui est très fort, voilà, qui est très hypé. Ryan l'a mis dans son top 4, c'est pas pour rien. Je te laisse présenter Dallas Turner parce que bah super joueur quoi qu'il arrive. Donc Bah, super joueur. Après, tu vois, tu as dit que dans beaucoup de boards, il était très haut placé. Justement, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a eu un espèce de moment entre la fin d'année dans le college football et là, le combine, où j'ai vu la cote en fait, de Dallas Turner, mais chuter vraiment de manière assez folle. Donc, je pense que Dallas Turner, il est très clivant. Tu as des gens qui vont vraiment beaucoup aimer, tu as des gens qui vont vraiment détester. Et vraiment, il fait les montagnes russes. Là, avec sa grosse performance au combine où il a fait un 40 yards complètement malade, où on a vu enfin les mesures de son envergure. Il est en train de remonter un petit peu en flèche, mais ouais, ça monte, ça descend. Et la raison pour laquelle même moi, je ne l'ai pas finalement en tant que edge numéro 1 ou 2, c'est que bah, finalement, Dallas Turner, j'ai l'impression que pour qu'il performe à son maximum, il va falloir qu'il tombe dans le bon système. Comme on l'a dit, voilà, il fait le gabarit qu'il fait. Il y a des gens qui le trouvent un petit peu petit pour la position. Maintenant, il a une envergure qui est complètement dingue. C'est vraiment le mec, en restant debout, il peut aller se gratter l'orteil. C'est terrifiant. Il joue très bas. Il joue souvent très bas. C'est-à-dire que, bah, pareil, dans mes scootings, vous allez me lire. Souvent, je dis que les joueurs dans les tranchées jouent trop haut. C'est pas le cas avec Dallas Turner. Il réussit à garder un très bon angle de puissance pour être justement plus bas que l'adversaire et avoir un espèce d'effet de levier vraiment optimal. Avec ses longs bras, quand il les utilise, il est capable de faire une très bonne séparation. Mais c'est pas le meilleur pass rusher de la QV. Tu vois, il lui manque encore un petit peu de technique. Il lui manque un petit peu d'expérience parfois en tant que vrai edge pur. Par contre, ce que Dallas Turner amène à la table, c'est un athlétisme qui est terrifiant. Enfin, un athlétisme, des capacités athlétiques qui sont terrifiantes. Hem, Extrêmement explosif. Pour sa taille et son poids, c'est un joueur qui joue fort, il est puissant, il est capable de mettre en difficulté des mecs beaucoup plus forts que lui, justement, bah, grâce à cet effet de levier et grâce à ses longs bras. Hem, il est tellement impressionnant athlétiquement parlant que, parfois Nick Saban s'est même amusé à le faire tourner en tant que nickelback. C'est pour te dire. Dans certains packages, il s'est même retrouvé à jouer inside linebacker comme un linebacker un peu plus classique, tu vois? Et je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut utiliser Dallas Turner. C'est comme ça qu'il faut prendre le joueur. Il a moins ce côté, très edge que pouvait avoir par exemple un Will Anderson. Il est un petit peu plus polyvalent et il faut l'utiliser comme ça si vraiment tu veux en tirer tous les bienfaits de ce joueur-là, tu vois? Et donc en fait, dans ce genre de système-là, tu en as pas des milliers et des cents en NFL. Par exemple, moi là, à l'instant T, tu as vu, on en a parlé un petit peu en off, j'aurais vraiment aimé le voir, à Minnesota. Sous Brian Flores, parce que vraiment, c'est le genre de joueur qui pourrait être hyper complémentaire d'un mec comme Ivan Pace, leur linebacker qu'ils ont actuellement, leur middle linebacker. Là, un autre spot où j'aimerais le voir, c'est dans la défense des Seahawks, par exemple, sous McDonald, qui est l'ancien cordeau défensif des Ravens, parce que je pense qu'il saurait très bien l'utiliser aussi, mais c'est vraiment pour Dallas Turner, il va falloir le mettre dans le bon système. Il va pas falloir que vous attendiez de lui d'être, entre guillemets, ce edge numéro 1, cette menace en fait en edge. Il faut vraiment l'utiliser un petit peu partout. Bah, les Cowboys, par exemple, tu vois ce que les Cowboys font avec Micah Parsons, par exemple. C'est ce genre d'utilisation-là qu'il faut faire avec Dallas Turner, avec un petit peu moins de côté edge dominateur, mais un petit peu plus polyvalent. C'est-à-dire vraiment ne pas hésiter à l'utiliser en couverture de zone, en couverture de man. Il sera capable de le faire, de déguiser tes covers, de déguiser tes fronts, parce qu'il est capable de faire ça. Si tu l'utilises vraiment comme un basic edge DN de 40, je pense qu'il y aura beaucoup de déçus. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que Dallas monte, descend. Des gens le trouvent pas assez bon sur la défense contre la course, des gens le trouvent pas assez bon en pass rush. Mais après, il faut pas oublier aussi que comme pour Chop Robinson, Dallas Turner, c'est un joueur qui a que 21 ans. Et pareil, en fait, si tu le mets dans les bonnes mains, si tu le mets dans le bon coaching staff, c'est le genre de joueur qui pourrait vraiment devenir terrifiant s'il est bien coaché, tu vois, et s'il est mis dans le bon système. Et à cause de tout ça, moi, effectivement, il a peut-être chuté un petit peu plus et du coup, il est que edge numéro 3. Mais pour moi, ça reste un joueur de talent, mais extraordinaire s'il est bien utilisé. Encore une fois, je mets le doigt dessus parce que pour moi, c'est ce qui va faire toute la différence entre Dallas Turner sera peut-être une future star du football, tu vois, en NFL,
ou Dallas Turner sera un joueur moyen et qui va pas répondre aux attentes. Ok. Moi, je me dis, voilà, Nick Saban la faisait jouer. Nick Saban comptait beaucoup sur lui. Voilà, il l'a développé à Alabama et voilà. Voilà, pour moi, c'est vraiment un top joueur. Alors qu'un IQ plutôt, voilà, supérieur à certains, je trouve. Et c'est ça aussi que moi je le mettrais haut. Alors après, c'est comme tu dis, hein, il y en a qui vont le préférer, il y en a qui vont pas l'aimer. Après, il faut trouver le curseur, hein, mais voilà. Moi, j'adore ce joueur et ouais, j'ai hâte de voir où il va tomber. Voilà, puis on sait que les joueurs de Bama, quand ils arrivent en NFL, la plupart du temps, c'est comme les joueurs de Georgia, comme tu dis, athlétiquement, les mecs, ils sont au point, quoi, ils sont au top. Hein. Donc voilà. Donc voilà, Dallas Turner, vous aurez votre avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir poser vos questions. On va passer au prochain Edge. Et là, Dallas Turner, ouais, on verra si ça tombe fin de premier tour. C'est possible. On verra où ça va aller. Tu vois, comme je te dis, c'est un profil qui est hyper clivant. Donc, en fait, ouais. Il pourrait très bien chuter à fin de premier. Comme tu as une équipe qui peut en fait complètement flasher sur le joueur et le prendre en tant que edge numéro 1. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment ce truc-là. Et d'ailleurs, on en reparlera juste après avec le profil suivant. Mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais de ce top 4. Mais justement, même dans ce top 4, ce qui me rend assez fou, et dans le bon sens du terme, c'est que chacun va en avoir pour, entre guillemets, son argent. Chacun va trouver ce qu'il a envie de trouver dans ces 4 joueurs-là. Et chacun va mettre, en fait, un de ces 4 gars différents en tant que edge numéro 1 selon ce que tu recherches, tu vois. C'est-à-dire que là, on a parlé Dallas Turner très jeune, profil un petit peu polyvalent. Tu as des mecs qui vont kiffer ça. Je pense à un mec, tu vois, on en parlait, Brian Flores, je pense que s'il doit choisir, ça sera peut-être lui son edge numéro 1, tu vois. Jared Verse, on est un petit peu plus sur un mec un petit peu plus classique, très axé power rush, un petit peu plus vieux, mais un peu plus expérimenté, très solide physiquement, déjà apte à prendre des jeux de course, tu vois. Donc, tu as des mecs qui vont plus mettre ça en valeur et lui en tant que edge numéro 1 parce que plus complet, même s'il est un peu plus vieux. Tu as des mecs comme Chop Robinson, les mecs qui voient que par l'athlétisme, que par le côté ultra jeune, projet, qui kiffent en fait ce côté upside, vont peut-être préférer Chop Robinson à tous ces gars-là. Tu vois, parce qu'entre Dallas Turner et Chop Robinson, comme je t'ai dit, Dallas Turner, c'est peut-être pas un edge aussi raffiné que Chop. Il fait plus de trucs, plus polyvalent, mais tu as des mecs qui veulent pas de polyvalence. Tu as des mecs qui veulent le meilleur upside, le meilleur edge. Ils vont aller chercher un mec comme Chop. Et ensuite, on va y venir au prochain profil, mais pareil, c'est encore un autre profil différent, tu vois. Ouais. Mais c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a 4 profils un peu vraiment différents et c'est, comme tu dis, tout le monde va y trouver son compte. Les 4 équipes qui drafteront ces 4 edge auront vraiment un potentiel vraiment très intéressant à faire développer et à emmener dans leur franchise. C'est ça. Allez, on passe au suivant. Et là, on passe, on va direction la Pac-12 pour parler du joueur de Latu, Laiatu, je sais pas comment on le dit, Latu, je sais plus. C'est ça, t'as mis le nom en premier, ouais, c'est Laiatu Latu, donc Edge de UCLA. Ouais. Edge, pour le coup, tu vois, pareil, je te disais un profil très différent des autres. C'est que lui, pour le coup, on a peut-être le meilleur pass rusher. C'est-à-dire que des 4 noms là que j'ai cités, si tu recherches du pass rush, et j'appuie bien sur pass rush, parce que justement, je trouve qu'il a beaucoup de problèmes sur le run stop. Je trouve qu'on en fait beaucoup, parce que lui, pour le coup, statistiquement, il a été très, très influent pour cette défense de UCLA. Mais je trouve qu'il a des vrais soucis sur le run stop. Je lui ai noté un côté soft que moi, j'aime vraiment pas. Pour ceux qui ne comprendraient pas forcément ce que je veux dire avec ce côté soft, c'est juste que voilà, tout à l'heure, je parlais d'un Chop Robinson qui n'hésitait pas à en fait mettre les mains un petit peu dans le cambouis et d'aller éclater 2 bloqueurs ou quoi. Attendez pas ça avec l'atout. Genre, clairement pas. Franchement, il y a des fois où je l'ai regardé, il avait l'air d'avoir peur limite d'y aller. Parfois, il a des déplacements qui sont extrêmement bizarres où lui-même en fait risque de se blesser parce qu'en refusant d'y aller à fond, il se met dans des situations où sa jambe se coince sous un bloqueur, son corps se retrouve à se plier bizarrement parce qu'il n'ose pas y aller en fait. Et tout ça, c'est vraiment. D'ailleurs, je crois que je l'ai écrit dans l'article, mais vraiment, il y a des actions où j'ai l'impression que l'atout a peur
Et ça, pour moi, c'est un gros non, tu vois. Donc vraiment, il va falloir qu'il progresse énormément sur le jeu de course. Mais par contre, si vous recherchez du pass rush, j'ai aucun problème à le dire, c'est votre edge numéro 1. J'ai pas souvenir, depuis qu'on a commencé à faire les, les profils de draft sur The Trick Play et même quelques années avant, j'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur avec une palette de pass rush aussi développée. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Tous les mouvements, il les maîtrise. Il les fait au bon moment, il les fait dans le bon timing, il le fait avec la bonne intensité, avec le bon leverage. C'est, franchement, le mec a déjà une meilleure palette de mouvements pour le pass rush que certains edge en NFL. Et je parle de certains edge vétérans, des mecs qui ont 2-3 ans dans la ligue, n'ont pas la palette de mouvements que l'atout a. Il est flippant. Sur ça, il est flippant. Il est tellement en avance sur son âge que ça en est flippant. Mais voilà, le truc, c'est comme je vous dis, c'est encore un profil différent. C'est un mec qui ne comptait pas sur lui dès sa première année pour être impactant dans le run game. Il ne le saura pas. Il est capable d'aller faire des plaquages pour perte quand il passe une technique et qu'il réussit à bien exploser, à prendre le bon gap, ça arrive. Donc oui, je pense qu'il sera capable d'aller faire des plaquages pour perte de temps en temps, mais vraiment dans le run game, ce sera vraiment un défaut. Ce sera un mec qu'il faudra faire jouer du côté de votre meilleur linebacker parce qu'il faudra que ce linebacker vienne compenser un petit peu les errances qu'il peut avoir. Des fois, il est capable de se faire vraiment malaxer par les bloqueurs. Donc voilà, si vous attendez de la défense contre la course, c'est pas votre gars. Par contre, une équipe en manque de pass rush, mais vous partez sur l'atout en edge numéro 1, mais tous les jours. Tous les jours. Je crois que je l'ai écrit à un moment dans mon article, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous ne le faites pas jouer, en fait, surtout dans tous vos packages, sur tous vos downs, il sera au moins là pour jouer toutes les situations de passe évidentes. Vous foutez l'atout sur le terrain et il sera capable d'aller mettre la pression. Franchement, je serais extrêmement étonné que l'atout se fasse, entre guillemets, détruire par des tackles de niveau NFL sur des situations de passe. Je pense qu'il a largement les armes pour venir les faire chier. Il a des longs bras, il est assez lourd, il est grand, il a les techniques, il a l'explosivité pour. Mais voilà, moi, je vous dis, c'est ce petit côté soft, ce petit côté un peu peureux sur le run game, ce petit côté vraiment mauvais sur le run game qui me l'a fait descendre en edge numéro 4. Mais ça reste un joueur extraordinaire. Genre, pour moi, l'atout ne devrait logiquement pas passer le premier tour. C'est pareil, c'est jamais de la vie, il passe le premier tour sans être drafté. Parce qu'on le sait, la passe aujourd'hui, c'est trop important. Le pass rush, c'est trop important. Donc, quoi qu'il arrive, les équipes vont aller chercher un pass rusher aussi bon que lui, c'est obligatoire. Ok. Oui, on peut dire que voilà, c'est le joueur qui va vraiment apporter sur ce pass rush et qui va vraiment défoncer voilà, le tackle en face pour pouvoir aller attraper le QB. Et là, c'est le vrai edge rusher que certaines équipes recherchent, quoi. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir aussi ce style de joueur dans son équipe, quoi. Clairement, et comme je te dis, en fait, quand je te parle de palette de pass rush, tu vois, tu disais c'est le mec qui va défoncer le tackle, mais justement, c'est ça le truc, il est capable de le faire en puissance, il est capable de le faire en vitesse, il est capable de le faire en technique, il est capable de le faire sur des feintes de corps, il est capable de le faire sur un simple, tu vois, cassage de bras et passer il est vraiment incroyable. On l'a même vu à UCLA parfois rentrer à l'intérieur, tu vois, être décalé limite en tant que defensive tackle, et exécuter ses jeux à partir de là sur des stunts, sur des trucs. Je te dis, j'ai rarement vu ça. J'ai vraiment rarement vu ça là de tête. J'ai pas de edge avec une qualité dans sa palette technique aussi impressionnante. C'est vraiment, le mec maîtrise quasiment toutes les techniques et il les maîtrise. Tu vois, quand je te dis maîtriser, c'est que c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Il le fait comme il faut le faire. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est terrifiant sur ce point-là. Ok. Oui, et puis alors son petit défaut, on le sait tous ceux qui ont fait un peu du sport aujourd'hui, quand il va avec la retenue, c'est là que tu peux te faire le plus mal. Et ça, je vais pas t'apprendre ça en foot américain, Ryan. En soccer, c'est exactement la même chose. Quand tu te retiens, c'est là que tu vas te faire mal. Et on sait que des athlètes de haut niveau, surtout comme ça, le problème, c'est qu'ils peuvent se faire très très mal et se prendre une grosse cartouche s'ils jouent pas le truc à fond. Et c'est ça, si c'est son défaut, j'espère vraiment que le coaching staff vont faire un boulot pour vraiment
l'obliger à y aller à fond, quoi, pour éviter ces blessures bêtes, quoi. Bah, c'est aussi ça le problème, c'est que bah, tu le sais, hein, tu as fait du sport comme moi. Je pense que toutes les personnes, comme tu l'as dit, qui ont fait du sport le savent un petit peu. C'est que quand tu as ce problème-là, aucun coach ne réussira à le forcer. Il faut que ça vienne de lui. Et je crois que c'est parce que justement Latou a subi une grave blessure durant sa carrière universitaire. Et je pense que c'est surtout un souci de confiance. Tu vois, il n'a pas envie de se reblesser. Mais le problème, c'est que après, c'est un engrenage, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu as peur de te reblesser. Donc, tu vas pas à fond sur certains trucs. Mais le fait de pas y aller à fond, ça te met dans des situations où tu vas te reblesser au même endroit. Donc, je pense que c'est un souci de confiance. J'attendais vraiment de voir si match après match, j'allais continuer à voir ça, tu vois. Parce que je me suis dit, bah, petit à petit, avec la saison, plus il va jouer des matchs, plus il va enchaîner et ça va aller de mieux en mieux. Mais non, même à la fin de la saison, j'avais encore ces actions où, je sais pas, il traînait des pieds, il n'osait pas aller dans la mêlée. Et en fait, en faisant ça, il se retrouve à un endroit où il n'aurait jamais dû être. Il se retrouve coincé sous un all-line. Et je te dis, il y a des actions où vraiment j'ai eu peur sur les vidéos parce que tu vois son genou rester coincé en dessous d'un all-line de 200 kilos qui lui tombe dessus à pleine vitesse. Et là, tu vois le truc, tu fais waouh! Tu sais, avec un peu moins de chance, il aurait pu finir avec la jambe en équerre. Tout ça parce que le mec n'a pas fait une poursuite à fond parce que normalement, il n'a rien à foutre là, tu vois. Et c'est constant, encore et encore et encore et encore. À chaque match, tu vois ça et j'avais le cœur qui s'arrêtait. Je faisais waouh, la dinguerie qu'il vient de faire. Et je te dis, il y a des actions où j'ai l'impression que Latou a peur, tu vois, d'y aller. Et il faut pas, parce qu'avec une mentalité comme ça, en NFL, il risque de se faire bouffer. Parce que tu as des O-line qui sont méchants et qui sont foncièrement méchants, tu vois, qui vont essayer d'aller lui faire mal. Et s'il voit ça, mais il est mort. Tu vois, il est mort. Donc, moi, je te dis, c'est pour ça qu'il a glissé gentiment en tant que edge numéro 4. Mais voilà, chez moi, je n'irai pas le chercher. C'est pas le premier nom qui me fait envie quand tu me parles de The End ou de Edge sur le premier tour. Alors après, ça dépend les besoins qu'a la franchise au pic voilà. Si c'est une franchise qu'on a vraiment besoin et qui a vraiment d'un pur edge rusher technique et tout ça, bah là oui, bah s'il jette dessus comme tu l'as toujours dit, bah c'est que c'est le bon choix et il fallait prendre ce joueur-là. Point. Ça dépend comme tu dis. Et lui par contre dans les systèmes, il est capable de s'adapter à tous les systèmes ouais, je pense. Je pense que oui, pour avoir vu un petit peu ses capacités athlétiques et tout, c'était vraiment pas dégueu. En plus, à UCLA, ce qui était cool, c'est que cette année, ils l'ont fait dropper en zone, un petit peu à la manière d'un Dallas Turner, tu vois. Donc, il a des images où justement, il va prendre une zone. D'ailleurs, c'est le cas de tous les gars qu'on a vus, je crois, à part Chop. J'ai pas, là, comme ça, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Chop partir en zone, je suis pas sûr. Mais sinon, tous les autres gars qu'on a cités ont déjà été en fait dans toutes les positions, ont déjà pris des zones, ont déjà été en couverture homme à homme. Et là, tout, c'est pas pire. C'est pas pire. Tu vois qu'il y a besoin de travail, mais tu as une certaine fluidité dans les déplacements qui est pas dégueu. Comme je te dis, il a les capacités athlétiques, il a l'explosivité pour réattaquer sur les ballons. Mais il faut de l'expérience, tu vois, il faut continuer à tourner les jeux. Ses déplacements vont se faire, entre guillemets, de plus en plus fluides. Il va être de plus en plus à l'aise avec ça. Et donc, avec l'expérience, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour ça. Et d'ailleurs, je pense que si vraiment tu as envie de profiter de ses qualités de pass rusher, c'est peut-être dans une défense de front 30 où vraiment tu vas l'écarter et le mettre en ce qu'on appelle en wide 9 ou en tout cas en technique wide, c'est-à-dire vraiment très à l'extérieur du tackle pour vraiment profiter de ses capacités athlétiques et de sa technique. En fait, ce que tu veux avec l'atout, c'est vraiment essayer de le mettre dans des situations de 1 contre 1 où vraiment il va être sur une île avec son tackle. Et vas-y, bosse en 1 contre 1 parce que tu sais qu'en 1 contre 1, il va faire la différence. Forcément, ça va forcer le schéma adverse à peut-être mettre un running back ou à mettre un tackle, mais même ça, tu peux encore l'écarter. Tu as toujours des moyens, mais ouais, avec ce profil-là, tu vas vraiment chercher à l'écarter au maximum. Donc peut-être qu'en tant que outside linebacker, dans un système 30, c'est peut-être là qui ferait le plus. Ouais. Ok. Bon, bah très bien, on a été complet sur l'atout. Et ben là, on va finir l'épisode, Ryan, par un mélange de sleeper, parce que tu n'avais pas de sleeper précis à ce poste, donc comme on a ta préféré, pas en donner, et du coup, on va sortir quelques noms comme ça qui peuvent faire plaisir à chacun et puis où vous pourrez trouver votre bonheur sans doute.
Donc, C'est ça, c'est ça. J'ai pas noté de sleeper véritable, tu vois? J'ai pas un nom qui ressort du lot où je me dis: «Putain, mais lui, tu banco, il va faire carrière», mais en fait, il y a plusieurs noms intéressants. Donc comme je t'ai dit, tu as vraiment ce top 4. Après, tu as une chute en termes de talent, mais tu as des profils qui peuvent être super intéressants. J'ai noté Jonah Ellis de Utah, superbe athlète. Il a 20 ans, il va sur ses 21, donc très, très jeune. Très, très grosse explosivité. Il montre quelques promesses dans le pass rush. Il est volontaire sur le run stop. Mais voilà, c'est vraiment. On parlait de Chop Robinson en tant que diamant à polir au début de l'épisode. Jonah Ellis, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment ce joueur projet. Il ne faut pas le prendre en espérant qu'il soit titulaire dès son année 1. Non, il va falloir le faire bosser avec des coaching staff NFL. On a un mec comme Bralen Trice qui est là, un profil totalement différent, qui se rapproche un petit peu plus des gros DN qu'on a pu voir ces dernières années. Je pense à des mecs comme Trevon Walker, Miles Murphy, Anudike Uzoma, que toi tu as à Kansas City. Un très gros gabarit qui est déjà très impactant sur le run stop, mais qui va devoir vraiment bosser au niveau de sa palette de pass rush. Moi, je sais que je suis un petit peu plus bas sur Bralen Trice que d'autres, mais je lui ai trouvé un petit manque d'explosivité. C'est encore pas très raffiné techniquement, donc il va falloir vraiment bosser là-dessus. Mais il montre vraiment quelques flashs de puissance et quelques jolies actions sur la course. J'ai noté aussi Javon Solomon de Troy ou 3, les Trojans. Il a un gabarit qui n'est pas extraordinaire. Il n'a pas joué contre une énorme opposition parce que voilà, il était en Sunbelt. C'est pas le plus gros des gabarits, mais par contre, il a une des plus grosses envergures, donc taille de bras et plus grosse allonge de la QV de Edge. Extrêmement athlétique, très 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 explosif, mais pareil, c'est un espèce de diamant brut. Il fait encore beaucoup d'erreurs. Il a encore beaucoup de mal à utiliser ses bras pour créer de la séparation, ce qui est dommage quand tu as l'une des meilleures allonges de la draft. Sa palette de pass rush, elle est encore pas assez développée à mon goût, donc tu as du travail à faire avec ce mec-là. Mais c'est vraiment le genre de mec, tu vois, que tu peux aller chercher au 3e jour et essayer de développer un petit peu. Je pense qu'il pourrait être très intéressant. J'ai noté aussi un profil comme Austin Booker de Kansas, très grand. Je crois qu'il fait 6'6", un espèce de grands athlètes très longiligne, qui est encore très jeune. Mais du coup, forcément, s'il est très jeune, il lui manque encore beaucoup de choses. Il manque parfois d'explosivité, son footwork n'est pas extra. Il a encore du mal à utiliser son allonge de bras, mais par contre, il est très volontaire, que ça soit sur le pass rush ou le run block, ou le run stop plutôt, désolé. Il n'est pas encore tout à fait raffiné, pareil, techniquement. Il lui manque quelques moves dans son arsenal. Il a du mal à sortir les mouvements quand il faut, mais pareil, c'est très prometteur. Donc ouais, pareil, si tu l'as encore au 3e jour, c'est le genre de profil. Moi, tu vois, par exemple, à Washington, on a tout notre pass rush à reconstruire. Franchement, Austin Booker, il est là encore au 3e jour. Je vais le chercher, j'essaye de le développer, tu vois. Donc, tu as plein de petits noms comme ça, à droite, à gauche, que tu peux aller essayer de chercher, avec encore une fois des profils très différents, certains assez complets, d'autres vachement axés sur le pass rush, d'autres vraiment diamant brut à polir. Là, cette semaine, j'ai sorti un article sur Jordan Dominek de Colorado. Lui, pour le coup, il est vraiment âgé, tu vois. C'est un profil très expérimenté, mais pareil, tu te dis qu'avec un petit peu de taf, ça peut quand même être une option très solide en tant que edge numéro 2 ou 3 dans ta rotation. Donc, tu as pas mal de petits trucs à aller chercher ça et là, qui vont être intéressants, mais j'ai pas de vraiment sleeper fixe. J'ai pas eu le temps de faire Adika Isaac pour le moment, donc j'ai pas pu t'en parler. Je sais que tu as Darius Robinson qui a fait tourner quelques têtes, donc un espèce de profil un petit peu twinner, donc c'est-à-dire pas vraiment edge, pas vraiment DT, mais capable de faire un petit peu les deux. Qui, bah, comme je te disais, a fait tourner quelques têtes là pendant le Senior Bowl en montrant vraiment des capacités athlétiques assez folles, une espèce de puissance qui se dégageait de lui qui va intéresser certains. Mais pareil, il faut qu'il tombe au bon endroit, dans le bon système. Donc vraiment, ouais, j'ai pas de sleeper qui s'est dégagé plus qu'un autre, mais plutôt un espèce de, tu vois, de groupe de gars avec des qualités vraiment définies, avec lesquels il va falloir bosser. Mais comme je te dis, il y a du talent. C'est juste que ils sont tellement loin derrière le top 4 que je t'ai dit, que forcément, ça fait un espèce d'écart de gap qui est assez ouf en fait en termes de talent. Mais tu as des profils intéressants. Et je pense que tu as des équipes qui vont être capables en fin de draft d'aller chercher, tu vois, une petite pièce importante. Et ça m'étonnerait pas que ce genre de gars-là, dans 2 ans,
bah, on le voit commencer à sortir, même en tant que edge numéro 2 d'une franchise, mais un mec assez solide, tu vois, capable de tourner entre 7 et 10 sacs, tu vois, par an, en étant capable de dégager un peu de poids d'un edge rusher star, ça m'étonnerait pas, tu vois. Ok. Ok, ok. Ben voilà, ça a été complet. Merci Ryan, merci pour toute cette présentation, tous ces snippers. Il y a de quoi faire au niveau de la classe de Edge. Ne vous inquiétez pas, si votre franchise n'a pas le top 4, eh ben, il y en a des autres à aller chercher. Et c'est comme pour toujours dans la draft. Ça dépend où tu tombes, quel joueur tombe. Et on progresse à tout âge. Donc, c'est l'avantage aussi. C'est l'avantage d'avoir des bons coaching staff aussi en NFL et d'avoir des super joueurs à côté d'eux. Ça leur permet de passer des paliers aussi. Et voilà, il faut pas enterrer un joueur, même un joueur qui sort 4e, 5e tour, 6e, et ben, des fois, ben, ça peut être un super joueur après à l'avenir. Parce qu'il y a le déclic, il y a la maturité, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, ça reste quand même des jeunes talents. Il faut quand même le reconnaître. Et voilà, et du coup, ben, c'est aussi une importance importante, je trouve, qu'il faut répéter assez souvent. Ryan, je te remercie. Vous pouvez suivre donc The Trick Play, les fiches draft sur le site internet, Ryan Scoot sur son Twitter. N'hésitez pas, vous allez le retrouver, lui poser des questions, il vous racontera tout, il vous dira tout ce qu'il pense et tout ce qu'il trouve de bien chez les joueurs et de moins bien. C'est ça aussi qui est bien avec les fiches draft et Ryan, parce que il y a plein de choses à dire sur les joueurs et c'est ça qui est important. Même si on a des joueurs qu'on kiffe, eh ben, on a toujours quand même cet axe de dire, ouais, on l'aime bien, mais ce jour-là mérite pas d'être plus haut parce que, il y a ça aussi. Et pourtant, il y a des joueurs qu'on adore tous dans nos boards de draft. Ah, bah, tu vois, je te l'ai dit, hein, dans mes sleepers, moi, le petit Austin Booker de Kansas, j'adore, mais je sais que si ma franchise, elle va le chercher avant le 4e tour, je vais vriller complètement, tu vois. Je vais dire, oh, allez vous faire enculer. Et pourtant, je kiffe le joueur, tu vois. Ça risque d'être encore animé le soir de la draft. Bon, on y va. On va quitter cet épisode. Merci à tous. Eh ben, retrouvez-nous donc sur YouTube et en podcast pour l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao tout le monde et vive le